Bonsoir Manon Bry. Bonsoir. Alors, avant de commencer cette interview, je voudrais vous faire écouter le président de la République qui était au Mont-Saint-Michel et qui s'est exprimé sur la manifestation de demain. Je pense qu'il est légitime que dans notre démocratie, qui est vivante, elle l'a montré encore ces derniers mois, celles et ceux qui veulent s'opposer puissent s'opposer, dans le respect des biens et des personnes, parce qu'on ne peut pas, quand il y a des violences, les déplorer et puis les encourager d'un autre côté. Donc j'ai toujours eu cette même règle, rigueur absolue sur ce sujet. Ça doit se faire dans le calme, dans le respect de chacun, dans le respect des biens et des personnes. Mais c'est normal que les oppositions puissent s'exprimer. Maintenant, le pays doit aussi continuer d'avancer. Vous avez entendu, vous vous êtes senti un peu visé? Il parlait de vous, non? Vous voyez comment le président de la République, à chaque fois qu'il prend la parole, il jette de l'huile sur le feu. La manifestation n'a même pas eu lieu de demain. C'est la 13e ou la 14e, je sais même plus. 14e, vous voyez, je sais même plus combien on est tellement on a battu le pavé. Il y a eu des millions de gens qui sont descendus dans les rues, pacifiquement. Les syndicats sont restés unis de la première à la dernière minute. Et puis le président de la République dit... Oui, je les respecte, mais quand même, je voudrais vous rappeler qu'ils sont un peu violents. C'est quoi ces manières? En fait, en démocratie, dans la démocratie d'Emmanuel Macron, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec lui, eh bien, on est associé à des factieux. Quand on est à l'Assemblée nationale, les oppositions n'ont plus le droit de s'opposer. Quand on est des ONG ou des associations comme la Ligue des droits de l'homme, on est menacé sur nos financements. Vous voyez la façon qu'a Emmanuel Macron de retourner les oppositions qu'il a contre lui et à chaque fois de se placer comme le seul sauveur et de jeter l'opprobre sur l'ensemble des personnes qui s'opposent à lui dans une démocratie. Désolé, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, nous avons le droit de nous opposer. Et d'ailleurs, j'encourage le plus grand nombre des gens qui nous regardent à venir le plus nombreux possible demain parce que ce ne sera pas juste une mobilisation contre la réforme des retraites. C'est pas un dernier baroud d'honneur. Ça fait 13 fois qu'on nous dit c'est un dernier baroud d'honneur. Mais là, 13 fois, il y a eu des nouvelles mobilisations. La dernière mobilisation, c'était le 1er mai. Et elle était massive. Elle était certes massive, mais depuis en un mois, est-ce que vous ne craignez pas que les Français se soient dit « c'est plié » ? C'est le plus grand espoir qu'a Emmanuel Macron. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas à la fois parce que vous le voyez dans les enquêtes d'opinion, vous le voyez chaque déplacement, le Premier ministre, le président de la République, qui a en général été accueilli par des casserolades. Et puis, je ne crois pas aussi parce qu'il y a plein de petites batailles de ces graines qui ont été semées. Quand je vous dis que demain, c'est une mobilisation à la fois contre la réforme des retraites, mais c'est aussi une mobilisation pour notre démocratie. On en est là, en fait. On en est arrivé à un point où on manifeste parce que les oppositions de notre pays n'ont plus le droit d'amender, n'ont plus le droit de faire des propositions de loi et n'ont plus le droit de voter. Elles les font. Dans quelle démocratie ça se passe de cette manière-là? La majorité utilise des instruments de la Constitution pour vous les opposer. Si vous me le permettez, n'est pas le bon mot. Je pense qu'elle détourne des outils de la Constitution. Si vous prenez dans l'ordre, si on refait le 49.3 n'est pas un outil détourné. Alors, si vous prenez le film complet, l'article, tout le monde est devenu spécialiste de la Constitution. D'abord, vous avez un projet de loi de finances de la sécurité sociale, vous avez un temps limité, puis vous n'avez pas de vote, puis vous avez un vote bloqué, puis vous avez le 49.3, puis les oppositions qui ne désarment pas, il faut quand même le reconnaître à l'Assemblée nationale, qui savent très bien qu'on a la majorité. On a la majorité pour faire tomber tout a ce été projet de validé loi par des le Conseil retraites. constitutionnel il y a quelques semaines. Mais là, prenons très clairement. On a une proposition de loi qui est déposée par un groupe d'opposition. C'est même pas notre groupe à nous. Qui sont plutôt centristes. Qui sont plutôt centristes et qui exercent leur droit le plus constitutionnel. C'est qu'une journée dans l'année, c'est pas beaucoup, hein. Une journée dans l'année, chaque groupe a le pouvoir de faire l'agenda politique. C'est-à-dire de déposer des propositions de loi. Cette proposition de loi, elle a été validée par le bureau de l'Assemblée nationale et par le président de la Commission des finances. Cette proposition de loi, je vous passe les manœuvres des Républicains qui changent les élus pour faire en sorte qu'il n'y a pas d'opposants à la réforme des retraites. Et il va falloir m'expliquer comment une proposition de loi qui a été déclarée valide selon le fameux article 40 qui dit que vous n'avez pas le droit d'engager des dépenses. Elle ne l'est plus. Elle ne le sera plus dans les prochaines heures. 2 semaines plus tard. Comment on peut justifier ça, si ce n'est un nouveau coup de force, un passage en force de la part de la Macronie qui sait qu'ils sont minoritaires. Et donc, ils utilisent tous les outils, quitte à les dévoyer. Et donc, je veux, de manière assez solennelle, lancer l'alerte ici. Dans une démocratie dans laquelle on n'a pas le droit de voter sur les principaux projets de loi, c'est peut-être le projet de loi le plus important de ce quinquennat, la réforme des retraites, on a
toujours pas voté dessus. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de vote. Le vote, la majorité disait que le vote, c'était la motion de censure. Si vous me le... Non, ce n'est le vote sur la motion de censure, je suis désolée, c'est pas un vote sur la réforme des retraites. Donc vous avez... D'une certaine façon. Non, y compris parce que ce n'est pas la même méthode de vote, ce n'est pas la majorité des présents. Mais peu importe les détails constitutionnels. Je refais ma démonstration. Une démocratie dans laquelle vous n'avez plus le droit de voter sur les projets de loi majoritaires, les projets de loi qui sont examinés. Une démocratie dans laquelle vous n'avez plus le droit d'amender. Une démocratie dans laquelle vous n'avez plus le droit de faire des propositions de loi. Qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est une dérive autoritaire. Vous savez, je suis députée européenne. Et vous serez demain dans la rue ? Même chose, vous serez demain dans la rue ? Je serai demain, en l'occurrence, je serai présente en Suède avec mes collègues et au Danemark, où on travaille, on lance la mobilisation, notamment contre la montée de la droite et de l'extrême droite, puisqu'on a un petit laboratoire en Suède de la collaboration de la droite et de l'extrême droite, ce que ça donne dans le cadre de mon mandat de parlementaire européenne. Et justement, quand je vais aller voir mes collègues demain et que je vais leur dire, mais vous savez, dans notre pays, on n'a pas voté sur la réforme des retraites. Et puis, on n'a même plus le droit de faire un projet de loi pour abroger cette réforme. Ils vont nous dire, mais attendez, votre pays, c'est la Hongrie ou la Pologne ? D'habitude, les macronistes pointent du doigt. Vous pensez qu'Orban et Macron, c'est pareil ? Je ne pense pas que c'est pareil. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas tiré un signe égal. Je dis qu'on se serait alerté pour bien moins que ça dans des États comme la Hongrie et la Pologne. Et à raison. Je suis la première à dénoncer les dérives sur l'état de droit en Hongrie et en Pologne. Mais je pense que nous devrions de manière égale s'alarmer sur la situation française. C'est pas un hasard d'ailleurs. Si plusieurs organisations internationales ont tiré le signal d'alerte, que ce soit vous considérez là comme une lanceuse d'alerte. Non, je dis que des organisations internationales. Non, mais tout à l'heure, vous disiez, vous lancez l'alerte. Je lance l'alerte solennellement parce que je pense qu'on ne mesure pas bien les conséquences de ce qui est en train de se passer. Imaginez si nous ne pouvons pas voter ce jeudi sur la proposition de loi d'abrogation de l'IOT. Ça veut dire que plus aucune proposition de loi ne pourra être faite à l'Assemblée nationale. Parce que le même argument pourrait être opposé d'un détournement de l'article 40. Donc, si les groupes à l'Assemblée nationale ne peuvent plus faire de propositions de loi, qu'est-ce qui se passe ? On attend les bras croisés. Il y a des propositions de loi. Les propositions du gouvernement. Des propositions de loi ont été adoptées. Des propositions de loi de l'opposition du gouvernement. Mais vous voyez... Pas nécessairement que du gouvernement. Dans il y en a un régime... Mais c'est bien, et là vous êtes d'accord avec moi... L'IVG dans la Constitution, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi sur la contradiction, donc, entre, d'un côté, la validité de l'article 40 pour un certain nombre de projets de loi et un détournement de cet article 40 quand il s'agit du projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Alors, donc on est clairement aujourd'hui dans une instrumentalisation parce que le gouvernement, les macronistes, ils savent qu'ils sont minoritaires à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois dans le pays, ce qui démontre en quelque sorte qu'on a atteint un point de non-retour qui est extrêmement dangereux d'un point de vue démocratique. Manon Aubry, je rappelle, vous êtes députée européenne, LFI NUP. Est-ce que vous avez lu l'interview de Jean-Luc Mélenchon ce matin dans 20 minutes dans laquelle il explique que la NUP n'a pas d'avenir. En gros, pour lui, ça pourrait être fini assez vite. Vous êtes d'accord ? Au contraire, il explique qu'elle a un avenir. L'avenir, c'est son approfondissement. L'avenir, c'est une liste commune. Attendez, si c'est l'avenir de la NUPES, quand on propose une liste commune aux européennes et éventuellement de laisser la tête de liste aux écologistes, si ça c'est être des fossoyeurs de la NUPES, quand même, faut être sérieux un peu 5 minutes. On est les premiers depuis des semaines, depuis des mois, à dire qu'il faut approfondir la NUPES, à dire qu'il faut la structurer localement, à dire que pour être crédible, il faut qu'on puisse se présenter ensemble aux élections européennes. À ce stade, on dit, mais discutons du bilan des députés européens, discutons aussi de la perspective que nous avons en commun, de la possibilité de l'emporter face à l'extrême droite et aux macronistes. C'est ça qu'on propose. Si ça, franchement, c'est solder l'avenir de la NUPES, quand même, c'est le monde à l'envers. Comment vous réagissez quand vous lisez ces propos-là qu'on va voir à l'image dans quelques instants de Marine Tondelier, quand c'est non, faut arrêter de faire les forceurs. C'était des propos tenus en fin d'année dernière, mais elle continue à tenir ces propos-là. C'est très compliqué de discuter avec les écologistes en ce moment. Mais vous voyez, en effet, la difficulté de ces propos, c'est quand on propose un débat, on est accusé d'être des forceurs. Mais nous, ce qu'on propose, c'est assez simple. C'est de dire que pour le scrutin qui arrive l'an prochain, qui est le seul scrutin national d'ici 2027, c'est de dire que, nous pouvons l'emporter. Et c'est pas rien. Un dernier sondage donne la NUPES en tête devant le Rassemblement national et devant les macronistes. Oui. Mais ça n'est pas l'argument de Marine Tondelier qui dit que justement, il y aurait plus d'élus si
les différents partis de gauche partaient de manière désunie. Premièrement, ça reste à démontrer puisque, vous le voyez, les sondages donnent la NUPES en tête. Donc, si on regarde la dynamique qui peut être créée autour de ça, moi, je pense que nous pouvons avoir au moins autant d'élus. Mais surtout, imaginez l'histoire qui s'écrit. Au soir de l'élection européenne, qui est un scrutin à un seul tour, vous aurez le Rassemblement national loin en tête, les médias qui vont titrer Marine Le Pen s'ouvre la voie pour 2027, les macronistes derrière, et puis les petits bâtons de la gauche qui se battent tel un petit jeu de petits chevaux. Mais moi, j'ai pas envie de jouer aux petits chevaux. J'ai envie de construire la majorité de demain, celle qui peut gagner. Et pour gagner, il faut s'entendre sur les questions européennes. Le président de la République, c'est bien il a un rôle majeur. Mais comment s'entendre sur ces questions européennes ? Eh bien, moi, j'ai proposé une méthode. Les écologistes ont l'air de ne pas être d'accord avec vous là-dessus. J'ai proposé une méthode. Je pense qu'à ce stade, on aurait tort de se priver de la discussion, du débat. Et j'ai proposé à ce que d'ici l'été ou à la sortie de l'été, on va avoir nos universités d'été, c'est l'occasion d'avoir des débats au sein de chacune des formations. Fin août, pour tout le monde. Exactement. C'est l'occasion d'avoir des discussions au sein de chacune des formations politiques. Moi, je me tiens d'ailleurs disponible à participer à n'importe quel débat sur le sujet parce que je pense qu'il faut se parler. Et d'ailleurs, autrement que juste par médias interposés. Vous parlez, c'est juste la ligne qui n'est pas la même. Les écologistes, sur les questions européennes, considèrent qu'ils ne sont pas en accord avec la France insoumise. À quel point de vue, quand on a plus de 80% de nos votes qui sont en commun, quand on a plus de 76% des électeurs de gauche qui veulent une liste commune. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai proposé une méthode. Qu'on discute de 3 choses. La première, faisons le bilan. Il se trouve que ça fait 4 ans que je suis élue au Parlement européen. Je travaille au quotidien avec mes collègues écologistes et socialistes. Et d'ailleurs, on a remporté une victoire tous ensemble pour le devoir de vigilance des multinationales pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est parce qu'il y a eu une collaboration de la gauche, parce qu'on mène les batailles contre la droite et l'extrême droite et les lobbies qui tentent de faire tomber ce type de texte-là, qui permettent une meilleure régulation des entreprises multinationales quand elles violent les droits humains. Donc, on mène déjà de nombreux combats en commun. Faisons le bilan de ça. Ensuite, regardons quel pourrait être un programme d'action commun, mais aussi traitons nos divergences. Et sur nos divergences, voyons s'il y a un terrain sur lequel on peut atterrir qui est en commun. Et sur la base de ces 3 points-là, discutons et décidons ensuite s'il y a une opportunité d'avoir une liste commune ou pas. Mais si nous ne faisons pas cet exercice, vous ne pourrez même pas justifier pourquoi il y a des listes séparées, pourquoi il y aurait une liste écologiste, une liste socialiste. Allez voir les électeurs de gauche, on va leur dire vraiment, on va recommencer comme avant, on va repartir de zéro. On n'a pas fait la NUPES pour rien. Et moi, je crois à l'espoir. C'est un peu ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui a l'air un peu résigné là ce matin. Non, je crois pas. Je crois qu'il est comme moi, il est plein d'espoir du chemin qu'on a parcouru. Et j'ai fait la campagne de 2019. Je me souviens très bien les conditions dans lesquelles nous les avons faites, d'une gauche qui était dispersée. Depuis, nous avons créé la NUPES. Nous avons créé un terrain de convergence politique, mais aussi concret sur le terrain, parce qu'on a mené plein de batailles ensemble, au Parlement européen, dans la rue contre la réforme des retraites. Et je pense qu'aujourd'hui, on est la seule alternative à l'extrême droite et au macronisme. Sans unité aux européennes, est-ce que vous pensez que l'unité à la présidentielle est impossible ? Je pense qu'on se mettra... Je prends un peu d'avance sur 2027, mais ce sera très compliqué de se mettre autour de la table. Je pense qu'on se met des obstacles inutiles. Je ne crois pas à la mort de la NUPES, et en tout cas, moi, je vais me battre pour qu'elle survive jusqu'au dernier moment. Mais je pense que si on est capable de se mettre d'accord en 2024 sur un programme commun pour les élections européennes, alors on démontre 2 choses. 1, notre capacité à gagner, parce qu'ensemble, nous pouvons gagner, alors que séparés, nous n'allons pas gagner. Sans unité, elle sera morte ? Je pense que nous ne pourrons pas gagner, c'est une évidence, et ça, les écologistes... Non, mais la question que je vous pose, c'est sans unité, elle sera morte. Je ne dis pas qu'elle sera morte, je dis qu'on se met des obstacles qui sont inutiles. Et donc, si on y va ensemble, on prouve 2 choses. Vous pensez à vous aussi, ou vous pensez aux écologistes ? C'est les seuls, pour l'instant, qui disent non. Alors, premièrement, c'est pas unanime chez les écologistes. J'ai entendu, par exemple, les jeunes écologistes... Marine Tondelier, c'est la patronne du parti. Bien sûr, et je respecte tout à fait Marine Tondelier. Mais j'ai entendu les jeunes écologistes qui ont fait voter une motion le week-end dernier et qui ouvrent la porte à une discussion et qui vont, avec les jeunes insoumis, les jeunes socialistes, élaborer un programme commun. Ce qui est la démonstration que quand on sort des appareils de partis, en fait, la question est beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît, y compris ce sondage est très clair. 70% des électeurs écologistes veulent une liste commune. Donc, si je vais au bout de ma démonstration sur les 2 choses que je voulais vous dire, si on y va ensemble. Si on y va ensemble en 2024, on prouve 2 choses. 1, qu'on est capable de gagner. Gagner, ça veut dire l'emporter sur le Rassemblement national, l'extrême droite et les macronistes. Ça veut dire soulever un espoir dans le pays. Et une 2e chose, qu'on est capable de gouverner. Parce que si on a un programme commun,
ce programme commun sur les élections européennes, ce sera aussi la base de ce qu'on racontera pour 2027. Notre candidat commun pour 2027, sachant que le président de la République, il a beaucoup plus de pouvoir que les députés européens en matière européenne. Évidemment que c'est important des députés européens, mais le président de la République, quand il arrive face à ses compères dans les États membres, les représentants, les présidents de la République ou Premier ministre, évidemment qu'ils ont énormément de pouvoir et c'est de là que vous voyez venir, quand vous parlez de président de la République de 2027, qui peut être l'incarnation aujourd'hui de la NUP en 2027? Allez, je sais, je prends un peu d'avance, ouais, je vous lance mais quand même... Non, mais si on se replace 4 ans avant... vous voulez qu'on fasse... Dernière... On l'écrit, on le met dans un courrier, on le ressort. Sérieusement, c'est très difficile 4 ans avant. Moi, je sais qu'on a plein de bonnes candidatures. Et c'est plutôt une richesse. On en a plein. François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon. Adrien Quatennens je suis pas sûre qu'il se soit le mieux placé à ce stade. C'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon ce matin. Il dit qu'il revient dans la course. Mais moi, quand on revient dans la course, ça veut dire quoi? Je suis pas sûre qu'à ce stade, ce soit le mieux placé. Mais surtout, ce qui nous importe à créer pour 2027, c'est d'abord une équipe. Cette équipe, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle apprenne à jouer ensemble. J'aime bien le sport. Il se trouve que je fais du water-polo. C'est pas un sport très populaire, mais bon, c'est comme au foot. Est-ce que c'est un sport olympique? C'est un sport olympique. Ça va alors. C'est un sport olympique et j'invite tout le monde à en faire. Mais au water-polo, avant d'avoir un chef d'équipe, il faut que l'équipe, ça fonctionne bien. C'est pareil dans tous les sports co. Donc, moi, cette équipe, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement la France Insoumise. Dans cette équipe, il faudra Olivier Faure. Dans cette équipe, il faudra des écologistes. Il faudra Sandrine Rousseau. Il faudra Julien Bayou. Il faut un capitaine aussi. Oui, il faudra un capitaine. C'est vrai, vous avez raison. Et ce capitaine. Un ou une capitaine. Tout à fait. Et ce capitaine, il faudra qu'il incarne la NUPES. Mais je crois que 4 ans avant, c'est un peu tôt. Je propose qu'on consolide d'abord l'équipe avant de trouver notre chef d'équipe. Je sais juste qu'on a pléthore de bonnes et de bons candidats dans notre camp politique, et c'est tant mieux. Et j'espère que d'abord, on arrivera à renforcer notre collectif. C'est le défi qu'on a pour les prochaines semaines et les prochains mois. On a compris que ce ne serait pas Adrien Quatennens, mais vous n'avez pas une petite préférence en ce moment dans les personnalités qui émergent? Vous avez vu François Ruffin commencer à faire des appels aux dons pour peut-être une future campagne présidentielle. Lui, il y croit en se rasant le matin, il y pense. Je suis pas sûre qu'il y pense tous les matins en se rasant. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que on a besoin de gens qui nous représentent aussi, qui ne sont pas que tournés par l'élection présidentielle. Franchement, ça rend fou. Alors je sais que c'est notre système, c'est la 5e République. C'est le système présidentiel qui veut ça. Je sais, et j'en ai conscience, et c'est bien pour ça qu'on plaide pour la 6e République. Regardez au passage, celui qui fait le meilleur plaidoyer pour la 6e République en ce moment, c'est Emmanuel Macron. Je pensais pas dire ça un jour, mais vu tous les outils qu'il dévoie de la 5e République... Comme il ne peut pas se représenter, c'est peut-être pour ça. Peut-être, et peut-être qu'il va tordre le bras de la 5e République jusqu'à aussi changer cela, j'en sais rien, l'avenir nous le dira, mais je sais que nous, on doit se préparer. Et se préparer, ça veut dire renforcer notre collectif. C'est pour ça que je me bats aussi pour qu'on y aille ensemble aux élections européennes, qu'on y aille ensemble aux élections qui suivent, et qu'on arrive en 2027... préparé avec cette équipe qui a pris l'habitude de travailler ensemble, qu'on n'est pas là à se faire des petites phrases par médias interposés et qu'on y arrive avec la conviction qu'on peut gagner. Moi, si je me suis engagée en politique, avant je travaillais dans le secteur associatif, c'est pas pour me dire allez, on va mener quelques batailles d'opposition. Non, si on veut changer la vie des gens, vous voyez les syndicalistes, ils arrivent à arracher des victoires parfois. Je pense à ces syndicalistes de Verdaudet Verbaudet, pardon, où c'est des ouvrières qui se sont battues pour une maigre augmentation de salaire. Et dans ce cas-là, je me dis, plutôt que des jours et des jours de grève, plutôt qu'entendre Bruno Le Maire qui dit oui, ce serait bien que les entreprises augmentent les salaires, eh bien moi j'ai envie qu'on arrive au pouvoir pour qu'on ait l'outil de la régulation et que vraiment on opère cette bifurcation et ce partage des richesses. Pour ça, il faut accepter un moment de mettre de l'énergie au service du collectif, et c'est ce que j'essaie de faire. J'ai une question à poser à la députée européenne. Le réseau social Twitter a choisi de se désengager de ce qu'on appelle le Code européen contre la désinformation en ligne. L'Union européenne a déploré que le réseau social choisisse la confrontation sur ce sujet. Vous en pensez quoi? Je suppose que vous soutenez les démarches de l'Union européenne, mais on fait quoi aujourd'hui face à ces réseaux sociaux ultra puissants? On voit qu'une fois de plus, Twitter, comme beaucoup d'entreprises multinationales, se place au-dessus des lois. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'échelon européen pour réguler. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la bataille et de la victoire qu'on a obtenue sur le devoir de vigilance des multinationales. C'est le même enjeu. Au bout d'un moment, quand on régule les entreprises multinationales, faut accepter que on est plus fort qu'elles et qu'on doit être plus fort qu'elles, et donc de les taper au porte-monnaie quand elles ne respectent pas les règles qu'on se dote collectivement, parce que en fait l'économie européenne, c'est pas le Far West. Ça peut pas être des entreprises qui arrivent et qui disent moi je fais comme je veux. Même des entreprises comme Twitter
doivent respecter des règles et c'est bien qu'on le rappelle et l'échelon européen est pertinent pour cela. Écoutez, merci beaucoup Manon Aubry. Je ne vous dis pas bonne manifestation puisque vous serez en Suède demain et au Danemark. Mais je la soutiendrai avec tous mes collègues. Vous la soutiendrez. Merci beaucoup, merci à tous. Très bonne soirée. Dans quelques minutes, vous retrouverez comme tous les soirs les informés.